Bonjour! Après une petite pause au mois d'avril pour découvrir les auteurs concourant au prix des lecteurs du Télégramme, qui sera d'ailleurs décerné le 25 mai prochain sur TBO, votre émission littéraire revient pour vous faire découvrir 3 nouveaux romanciers, Marie Sizun, Denis Bayle et Philippe Le Guillou. Ce dernier est né au Fou, a grandi à Morlaix, a été professeur agrégé de lettres à Brest et à Rennes, avant d'être nommé inspecteur pédagogique régional, puis inspecteur général de l'éducation nationale. Parallèlement à son activité professionnelle, il a écrit pas moins d'une vingtaine de romans, dont L'Inventaire du vitrail, qui avait pour décor la ville de Morlaix, et Le Passage de l'Aulne, Les Marais du Fou ou encore L'intimité de la rivière, qui reviennent sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur en Bretagne. Aujourd'hui, il est venu nous présenter son dernier roman, Le Pont des Anges, qui nous amène dans la Rome du futur. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Le Guillou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre nouveau roman, Le Pont des Anges, qui paraît aux éditions Gallimard. Votre roman est une chronique, si on peut dire, d'un pontificat imaginaire, celui de Clément XV, dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? Mais écoutez, il y a 25 ans, au Mercure de France, j'avais publié un livre qui s'appelle Le Dieu noir, et dans lequel j'imaginais déjà un pontificat d'un pape, mais c'était un pape d'origine africaine, un pape zaïrois, Miltiade. Et le hasard a fait que chez un bouquiniste de Rennes, en 2009, j'ai trouvé un service de presse de ce livre, Le Dieu noir. Je l'ai acheté parce que dans la collection du Mercure de France, il y a un peu d'exemplaires aujourd'hui. Et dans une de mes insomnies, je me suis mis à le feuilleter. Je ne relis rarement mes livres, je ne les lis même jamais. Et en relisant ce livre, j'ai eu l'idée de lui donner, alors on ne dira pas une suite, mais une continuation, et d'imaginer un pape, alors qu'il ne serait pas cette fois-ci africain, mais irlandais. Et c'est comme ça que m'est venue donc l'idée de ce livre et de ce personnage de Clément XV. Vous mettez en scène 3 personnages. Il y a le cardinal Sullivan, futur Clément XV. Il y a aussi Julius, le dramaturge malade. Et enfin, le peintre Simon Wierms, agnostique. Qu'est-ce qui relie ces 3 personnages ? Tout d'abord Rome, puisque c'est une sorte de huis clos romain. Ce livre a un huis clos romain en résonance avec le monde, en résonance avec la planète. C'est un peu comme la bénédiction, vous savez, du pape, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Le livre, le roman, est à la fois à Rome, dans Rome, mais s'élargit en quelque sorte en cercle concentrique. Alors c'est vrai, c'est le roman d'un trio, ce cardinal donc irlandais qui vient à Rome pour l'enterrement de Miltiade. Il vient enterrer le pape Miltiade en n'imaginant pas un seul instant d'ailleurs qu'il puisse être élu et qu'il sera le successeur du pape que l'on enterre. Le dramaturge couché, c'est un personnage qui est un personnage effectivement lui aussi au bord de l'athéisme, qui a une étrange maladie qui le cloue au lit, et qui a eu un certain nombre de succès, qui a écrit un certain nombre de pièces. L'une des pièces d'ailleurs a été vue par le cardinal irlandais à Dublin. Quant au peintre, eh bien, c'est un peintre. Moi, dans tous les romans que j'écris, il me faut un peintre. Je crois que fondamentalement, c'est peintre que j'aurais aimé être, plus qu'écrivain, plus que romancier. Et c'est un peintre qui est fasciné par Rome. C'est une sorte de Caravage un peu moderne. C'est quelqu'un qui à la fois arpente cette ville, qui est fabuleuse, qui laisse un petit peu on dirait presque aujourd'hui des tags, qui peint comme ça des Christ mystérieux sur les murs, au bord du Tibre, sur les quais du Tibre. Et donc, effectivement, ces personnages vont travailler les uns et les autres. On imagine un moment que Julius écrira peut-être aussi d'ailleurs un texte pour le pape, mais il est trop épuisé, il est trop malade pour l'envisager. Le Pont des Anges est à la fois le titre, mais c'est aussi tout un symbole à travers votre ouvrage. Oui, parce que j'aime beaucoup, si vous voulez, qu'il y ait un objet comme ça qui soit un petit peu dans le précédent. C'était le bateau Brume, la carcasse de ce bateau dans lequel se réfugiaient enfants les jumeaux qui étaient les personnages de mon roman. Ici, c'est le Pont des Anges. J'aime bien qu'il y ait un objet comme ça, un peu magnétique, un peu mythique, qui soit au cœur du livre, mais en même temps beaucoup d'espace, beaucoup de destinations lointaines qui en même temps procèdent à une sorte de dépaysement et qui font que finalement le lecteur est entraîné un peu loin de ses horizons ordinaires. Place maintenant à une amoureuse de la Bretagne, Marie Sizun, qui s'est choisie pour pseudonyme le nom d'un cap breton en souvenir d'heureuses vacances. Marie Sizun a été professeure de littérature ici en France, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Et ce n'est qu'à l'âge de la retraite qu'elle s'est lancée dans l'écriture. Depuis, elle a écrit 6 romans dont les thèmes de prédilection sont l'enfance, la famille et le souvenir. Son premier livre est sorti en 2005, Le Père de la Petite, et a été suivi 2 ans après par La Femme de l'Allemand, qui a remporté de nombreux prix, dont le Grand Prix des lectrices de L et le Prix des lecteurs du Télégramme. Aujourd'hui, Marie Sizun est venue nous présenter son dernier roman, Un léger déplacement. Marie Sizun, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier ouvrage, paru aux éditions Arléa en janvier dernier, et intitulé Un léger déplacement.
Alors dans ce roman, on retrouve votre écriture subtile et douce qui nous mène sur les traces d'Hélène, une Parisienne, soixantenaire, exilée à New York depuis 35 ans et qui va revenir durant une semaine sur les lieux de son enfance et de son adolescence et replonger dans un passé qu'elle avait soigneusement enterré. Alors tout d'abord, ce léger déplacement qui constitue le titre du livre, quelle signification lui donnez-vous ? Mais évidemment, je me suis amusée un petit peu avec les mots. Léger déplacement, c'est naturellement le déplacement géographique de New York à Paris. Ce voyage qui devrait ne durer que 8 jours. Elle a promis à son mari qu'elle reviendrait pour s'occuper de la librairie qu'ils tiennent à New York. Elle vient à Paris, soi-disant ou prétendument, pour s'occuper du sort de l'appartement de ses parents dont elle a hérité. Et en fait, le léger déplacement sera peut-être plus profond que léger et plus grave que léger surtout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle va revenir à New York? Est-ce qu'elle ne va pas préférer rester à Paris? Pour quel but, quel projet, quelle idée? On est en attente. Il y a véritablement 2 vitesses, 2 temps dans le roman. Celui du présent, un présent qui est un petit peu fané, bizarrement absent, et celui des souvenirs d'Hélène. Quels vont être les éléments déclencheurs de ce retour en arrière pour Hélène? Les lieux, c'est-à-dire que quitter une ville où on a vécu tant de choses et la quitter pendant si longtemps, l'appartement est peuplé de voix et de gestes de personnages. Et on s'aperçoit que tout cela a beaucoup plus de prix que son présent. Alors à travers l'histoire d'Hélène, vous abordez de nombreux thèmes différents, celui de la famille, de la filiation, de l'adolescence, du premier amour. Bien sûr, un thème récurrent est celui de la mémoire, des sortilèges du temps, mais est-ce qu'on peut aussi dire que ce roman traite de la construction de soi et de son identité? Oui, à travers la mémoire notamment, cette mémoire qui semblait émoussée chez Hélène parce que elle a mis réellement sous le boisseau son passé, elle a inconsciemment ou consciemment oublié, occulté certaines choses. Et quel que soit le passé, même les choses douloureuses, vues par le filtre de la mémoire, deviennent belles. Elle est très marquée par cette découverte, mais c'est un grand bonheur. Terminons à présent cette émission en compagnie du médecin engagé Denis Labelle, qui a défendu de nombreuses causes selon des valeurs d'équité et de justice qui lui tiennent à cœur. Il a ainsi pris position sur de nombreux dossiers tels que le dossier médical informatisé, les conditions d'incarcération ou encore l'accompagnement en fin de vie. Mais Denis Labelle, en plus d'être un médecin, est également un écrivain réputé. Il a en effet écrit son premier roman à l'âge de 15 ans et a depuis publié de nombreux ouvrages, dont 4 pièces de théâtre, un recueil de nouvelles, de nombreux essais et 6 romans. Et c'est justement ce dernier roman, Noir en blanc, que Denis Labelle est venu nous présenter aujourd'hui. Un roman qui pose la question de la situation actuelle en Afrique et de ses perspectives d'avenir. Bonjour Denis Labelle. Bonjour. Vous publiez Noirs en blanc aux éditions Dialogue, votre dernier roman, Noirs en blanc ou l'itinéraire de Zola Meke, un jeune Congolais qui parcourt le monde pour devenir médecin. Donc ce roman est écrit à la première personne. Peut-on le définir comme un récit initiatique ou un roman d'apprentissage? Oui, je crois que c'est un récit initiatique de ces jeunes Africains qui quittent leur pays pour faire des études. Souvent, ils sont d'origine modeste, voire pauvre. Et leur seule possibilité de monter dans l'échelle sociale, c'est en effet de suivre les circuits qui étaient autrefois, dans les années 80, bien tracés avec les pays socialistes, qui aujourd'hui sont beaucoup plus flous. Et donc mes 4 jeunes qui se croisent et qui se retrouvent après les aventures, en effet, vivent cette initiation difficile pour devenir médecin. Quand on est dans la misère, quand on est dans la difficulté, il est sûr que les liens sont plus forts. Et ces 2 garçons, ces 2 filles, plus un autre qui vient se greffer dans l'histoire, sont obligés de s'unir. Et c'est vrai qu'ils ont des ambitions que nous n'avons plus en Europe. Une ambition de sortir leur pays de la misère, de se battre contre des gouvernements qui sont corrompus. Ils sont vraiment motivés. Noirs en blanc est un roman, certes, mais qui traite d'un sujet crucial, la fuite des cerveaux d'Afrique.
Était-ce un livre que vous portiez en vous depuis longtemps, une volonté vraie que vous aviez d'écrire sur ce sujet? Je crois que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé. C'est la première fois que l'on parle de ce problème-là. Aucun roman n'en a parlé, pas d'essai à mon avis. Et c'est pourtant un problème fondamental, un problème de la mondialisation d'aujourd'hui, où en effet, non seulement il y a une sorte de pillage des ressources du sol et du sous-sol africain, mais également, et ce qui est beaucoup plus grave, une sorte de pillage également complexe, hein, c'est difficile à analyser, des cerveaux. Et un pays ne peut pas s'en sortir sans ses cerveaux, sans son intelligentsia. Et pour l'Afrique, c'est dramatique. Sur fond de guerre froide, Zola parcourt le monde pour obtenir son diplôme de médecin, non sans difficulté. Vous citez notamment l'éducation très stricte à Cuba, le racisme russe, l'indifférence française. Où avez-vous puisé ces informations? J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des étudiants africains, puisque dans les hôpitaux français, il y en a beaucoup, 22 500 médecins étrangers, c'est considérable. Et aujourd'hui, sans ces étudiants, beaucoup d'hôpitaux seraient obligés de fermer ou de changer leur mode de fonctionnement. Je découvrais un monde dont je n'avais aucune connaissance auparavant, et en particulier Cuba, l'île de la jeunesse. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Avec ces 4 jeunes, il y a d'autres personnages. Et en particulier, il y a un personnage auquel je suis assez attaché, qui est cet ingénieur agronome, qui est un homme d'origine extrêmement modeste lui aussi, qui a fait un choix idéologique d'aller à Cuba très tôt pour aider cette jeune révolution à se développer. Et donc il travaille pour les Cubains, il travaille pour le gouvernement cubain, il fabrique des barrages pour l'aménagement du territoire. Le problème, c'est que dans les années 80, Cuba est en crise, crise économique, crise sociale, et le soupçon devient la règle de ce gouvernement, si bien que cet homme qui est venu pour aider ce gouvernement est finalement pourchassé et est obligé de fuir Cuba. C'est un témoignage, un autre témoignage d'une personne que j'ai connue et qui a vécu cela, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire et qui a continué son action ailleurs. J'ai quitté l'Afrique pour découvrir le monde, mais en découvrant le monde, j'ai perdu l'Afrique. Ce sont les mots de Zola qui est vraiment déchiré dans ce roman. Comment lier 2 cultures que presque tout oppose? Quel choix faire entre une carrière et un retour au pays où l'on a vraiment besoin de lui? Tout cela, bien évidemment, sans nous dévoiler l'épilogue. Oui. Alors Zola n'est pas un idéologue, c'est pas quelqu'un qui est motivé par une volonté majeure de tout réformer. Je dirais que c'est un jeune qui veut être médecin et qui est pris par la médecine et surtout par la chirurgie. Il est pris en main par un chirurgien russe qui lui transmet son savoir par le silence, parce que c'est un homme qui a aussi un vécu très particulier, je ne révèle pas tout. Et donc Zola finit par être fasciné par la chirurgie. Et en France, il découvre une chirurgie absolument idéale, avec des moyens techniques fantastiques. Mais un jour, il est amené à soigner une femme africaine et se rend compte de toute l'absurdité de la situation dans laquelle il est, où des gens font des kilomètres pour venir, pour avoir un avis qui aurait pu être donné en Afrique. Et là, il se repose des questions. Et donc, c'est un tiraillement, et il retourne en Afrique pour essayer de comprendre. Et voilà, Dialogue littéraire, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas de regarder la remise du prix des lecteurs du Télégramme le 25 mai à 18h30 sur TBO. Kenavo!